Véronique, que l'on retrouve, Michel David, Michel C.O.G., bonsoir. 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 Je vous ramène à jeudi soir. Vous avez marqué un but, Michel David. Je viens de parler de hockey avec mon collègue. Vous aviez dit à notre débat, à notre panel la semaine dernière, pourquoi on a les moyens de payer nos députés plus chers que ceux des autres provinces, mais qu'on n'a pas les moyens de payer nos enseignants aussi chers que ceux des autres provinces. Ça avait créé, ça a beaucoup circulé en fin de semaine, ce tweet-là. Les gens vous ont repris, tout ça, posé la question. Et vous avez posé la question vous-même lors d'une table éditoriale avec Bernard Drainville. On écoute un extrait et on revient. Écoute, il y a au-dessus de 100 000 enseignants au Québec là, qui ne gagnent pas suffisamment. Je suis d'accord, je voudrais leur en donner plus. Il y a une négociation qui est en cours présentement. Puis, je trouve que la comparaison est un petit peu boiteuse. Pourquoi? Et si je m'appelais Michel David, je dirais qu'elle est un tantinet démagogique. Pourquoi Comme donc? postulat de base. Pourquoi donc? Pourquoi un député mériterait plus que les autres et pas les je vais te enseignants? tutoyer, là. Tu compares vraiment la job d'enseignante à la job de député, là? Tu es en train de me dire que ça se compare? Non, je dis... Ce que vous avez ajouté, Michel, parce que là, on n'avait pas tout le temps de tout passer, c'est assez long. Vous dites non, ce que vous disiez, c'est que vous compariez les députés avec les députés, puis les enseignants avec les enseignants des autres provinces, Michel. Oui, tout à fait. Écoutez, je pense pas que M. Drainville là, méprise les enseignants comme beaucoup de gens l'ont dit au cours des dernières 24 heures, mais je pense qu'il a été pris de court par la question, mais comme vous dites, je l'avais déjà lancé, alors quand Elle avait pas mal circulé. Elle avait pas mal circulé. Quand on arrive en entrevue, normalement, on se prépare. Évidemment, il n'y avait pas vraiment de réponse qui ne ferait pas de dommages, parce que s'il avait dit, ben oui, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens qu'on paye nos enseignants moins qu'ailleurs, alors qu'on paye nos députés plus cher, ça aurait voulu signifier qu'il condamnait l'augmentation de salaire que l'Assemblée nationale s'apprête à voter. Mais il y a des réponses qui sont moins mauvaises que d'autres. Et à la fois, les propos de M. Drainville et sa gestuelle, ont créé une petite commotion qui n'est pas de nature à l'aider, lui, à avoir la collaboration des enseignants pour sa réforme. Et évidemment, sa collègue du Trésor qui doit négocier un renouvellement des conventions va avoir probablement une misère à expliquer ça aux tables de négociation. Oui, on va l'entendre tout à l'heure. Sa camarade au Trésor là, qui se dit « Vous faites exprès, les amis, de me mettre dans l'embarras, Véronique, parce que moi, je suis en train de négocier puis je vais accélérer le pas avec les syndicats. » Oui, en fait, ça demande beaucoup de l'énergie des négociations avec les employés de l'État. C'est un marathon, c'est long. Puis Sonia Lebel est comme une marathonienne qui veut faire un sprint, là, parce qu'il faut régler, mais elle a le vent dans la face. Elle a le vent dans la face à cause de ses collègues, justement. Puis aujourd'hui, je trouvais ça assez paradoxal qu'elle soit la seule disponible, justement, à donner des entrevues, à devoir défendre puis à devoir justifier. Puis Bernard Drainville, de son côté, n'accordait pas d'entrevue pour expliquer, justement, ses propos. Sur papier, M. Drainville a une expérience en communication. Il a de l'expérience comme ministre. C'est quelqu'un qui est réputé pour être proche des gens. Mais c'est là qu'on voit que l'expérience comme ministre, il était ministre responsable des institutions démocratiques sous le gouvernement Marois. Donc, oui, il avait des employés à gérer, tout ça, mais là, il se retrouve à la tête d'un réseau où on a des milliers d'employés et où chaque déclaration peut provoquer une genre de crise de ressources humaines, là, peut avoir un impact sur la motivation, la collaboration, puis sur la confiance aussi du réseau. Alors, on est dans un autre monde. Et c'est comme s'il n'en avait pas encore pris conscience si on regarde toutes les différentes déclarations faites dans les derniers jours. Là. Chaque mot qu'il dit a un impact sur les gens du réseau. Et Michel C.O.G., quand Michel David dit qu'il y a des réponses moins mauvaises que d'autres, il aurait pu dire on souhaite un rattrapage ultimement entre les enseignants du Québec et les enseignants du reste du Canada. On y travaille, puis on espère franchir une étape. Là, les députés, on partait de loin, puis là, on fait c'est comme serpent-échelle, là. On fait un coup bonus, parce que c'est ça, là. Oui, mais il y a le ton aussi, puis il y a la façon dont il le dit. Quand il dit à mon ami Michel, es-tu en train de me dire que les députés... Puis
c'est ça qui fait mal. C'est de dire, à un moment donné, il se reprend puis il dit la bonne chose. Il dit, ah, on aimerait ça leur en donner plus. Mais il a aussi dit, hey, c'est pas du tout la même chose que de donner plus d'argent aux députés et tout ça. Alors, à un moment donné, là, c'est vraiment le côté, pour les autres membres du Conseil des ministres, c'est la vieille rengaine, là, mon Dieu, protégez-moi de mes amis, je m'en charge. C'est scoré dans son propre but, pour reprendre une expression de hockey, là. Mais, mais M. Drainville est comme ça. Et là, il n'est pas complètement déprogrammé, je pense, de son ancien métier d'animateur de radio. Je n'ai rien contre les animateurs de radio, évidemment, mais il fonctionnait un peu de la même façon, là. Quand on est ministre, on ne fait plus ça. On fonctionne d'une autre façon. On va écouter la réaction, parce que, Véronique, vous parliez de réseau. Il y a beaucoup de gens, puis tout est scruté. Réaction des syndicats qui sont, je vous rappelle quand même, mesdames et messieurs, en négociation. On écoute. On en entend beaucoup parler depuis hier. Puis pour ce qui est du respect de la profession enseignante, les enseignants ne se sentent pas beaucoup respectés et encore moins valorisés. C'est très mal perçu. Ça a été très malhabile. Pourquoi les profs, eux, n'auraient pas droit à ces augmentations-là et que les raisonnements qui s'appliquent pour les députés ne s'appliquent pas au corps enseignant? Pour nous, ça ne fait pas de sens. Puis c'est un peu méprisant à l'égard de notre propre profession. Parlons-en de l'offre qui a été bonifiée, donc faite aux employés et au réseau de l'éducation. Bon, enseignants, on offre un 12 000 Véronique, pour ceux qui auraient pris leur retraite et qui resteront une année de plus. Personnel de la santé, 143 millions. Oui, millions, pardonnez-moi, je lisais mal. Alors, Véronique, donc, on augmente quand même la cadence, là, on le voit. Absolument. Puis le montant forfaitaire de 12 000 en soi, il est bien accueilli, mais il arrive trop tard, selon les syndicats, parce que les professeurs, les enseignants qui voulaient prendre leur retraite ont déjà rempli la paperasse administrative. Il y a un processus qui est quand même assez long, là. Puis c'est pas juste un processus administratif, c'est un cheminement mental aussi. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont fait, cette réflexion-là, puis qui se sont dit, c'est fait, je passe à autre chose. Mais pour revenir en arrière, ça va demander quand même... faut revenir dans tout ce processus-là, parce qu'il y en a qui sont vraiment prêts à le faire. Donc, les syndicats disent, il me semble que cette offre-là aurait dû arriver en janvier, en février, quand on était en train de préparer la prochaine année, puis qu'on était déjà en train de planifier les remplacements avec les nouveaux professeurs, tout ça. Là, c'est comme si le jeu est mis en place, puis on nous demande de recommencer à zéro. Donc, ça arrive trop tard, selon les syndicats. Bon, Michel et Michel C., d'où, et on revient à ce que vous disiez, Michel C., d'où, dans ces moments-là, tout ce qu'on dit est important. Il ne faut pas brouiller les lignes avec du bruit, justement, là. Oui, et ce que Véronique dit, très important, là, non seulement les professeurs qui voulaient partir à la retraite ont signé leur papier et tout, on a déjà nommé, dans beaucoup de cas, leurs remplaçants. Alors, il va falloir détricoter une grosse affaire, là. Alors, comment ça se fait que ça arrive maintenant? Ça n'a pas de sens. Et si vous êtes un enseignant, vous pouvez vous dire, ils ne sont pas sérieux quand ils négocient. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans le réseau de l'éducation, comment on s'en va, comment on remplace les gens, etc., puis faire cette offre-là maintenant, ça n'a pas de bon sens. Michel Oui. David, Ben, il est tôt quand même dans le processus, Michel? Oui, il est tôt, mais ce 12 000 $-là, c'est très bien. Évidemment, ça aurait dû venir avant, mais c'est très bien pour ramener un certain nombre d'enseignants temporairement pour une année dans le réseau. Mais pour tous les autres qui vont continuer au cours des prochaines années, ça ne donne strictement rien. Ça n'améliore pas les offres du gouvernement pour eux. Et de sorte que je ne pense pas que ça influe beaucoup sur l'attitude des syndiqués face aux offres du gouvernement. Et de cette façon-là, ça ne règle rien. La même chose pour les primes. Ça dure pour le reste de l'été, si je comprends bien. Mais pour les années à venir, ça ne règle rien non plus. Alors, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que Sonia Lebel a quand même ce qu'il faut politiquement, là, parce que ça va, quand je dis les taux, là, c'est que ça va vraiment s'accélérer, c'est des grandes manœuvres. Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'elle a les moyens de régler ça d'ici quelques mois, Véronique? En fait, il le faut. Même si Sonia Lebel dit non, ça n'a pas d'impact sur la réforme de Bernard Drainville en éducation, non, ça n'a pas d'impact sur la réforme de Christian Dubé en santé,
Toujours est-il qu'il y en a un impact indirect. C'est-à-dire que son argument, c'est que la réforme de Bernard Drinville, c'est une réforme de gouvernance, donc on n'a pas besoin de mêler à tout ça les employés du réseau. Pour ce qui est de la réforme de Christian Dubé, comme ça va commencer à s'appliquer en 2024-2025, à ce moment-là, on va peut-être même être dans une autre convention collective, dans une autre négociation ultérieure. Mais entre-temps, il ne faut pas que la confiance s'effrite. Parce que c'est ça le nœud de l'affaire. Pour que ces deux réformes-là fonctionnent, ça prend une collaboration des deux réseaux. Puis cette collaboration-là se construit au fil des années, au fur et à mesure qu'il y a des négociations. Donc, oui, elle doit se dépêcher à régler pour que ça ne se fasse pas de manière acrimonieuse. Et si je peux ajouter quelque chose, le problème de fond dans les deux réseaux, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Alors, quand vous entendez le ministre de l'Éducation qui a l'air de dire que finalement, c'est pas bien important, cette profession-là, ça ne donne pas envie à ceux qui pourraient avoir la vocation de poursuivre. Alors, c'est une très mauvaise pub pour la réforme de M. Drainville. Vous me donnez l'occasion, Michel, de vous montrer la mise au point que Bernard Drainville a envoyée sur Twitter. Il n'a pas donné, comme disait Véronique, d'entrevue aujourd'hui, mais il a, je pense qu'il y en avait assez d'entrevues, il a dit « En aucun cas, j'ai voulu insinuer que le travail d'enseignant a moins d'importance que celui de député. À mes yeux, toutes les professions et tous les métiers méritent le même respect, qu'on soit enseignant, infirmière, machiniste, plombier, etc. » Donc, mise au point. Mais la moyenne canadienne, elle est implacable. C'est un fait que le Québec paie moins que la moyenne canadienne ses enseignants. Ça, on n'en sort pas, là, Michel. D'où votre remarque qui a eu du poids, là. Bien, écoutez, c'est 16 000 de différence. En moyenne, les enseignants au Québec sont payés 16 000 de moins que dans le reste du Canada. Et pour poursuivre la comparaison avec les députés, l'augmentation de salaire des membres de l'Assemblée nationale va faire en sorte qu'ils vont gagner 10 000 que les députés de l'Assemblée législative, qui est la plus, disons, lucrative, c'est-à-dire l'Alberta. Alors, les chiffres ne mentent pas et les enseignants vont les regarder. Mais c'est aussi que cette augmentation de salaire-là, si on compare justement avec les autres provinces, en fait, le Québec, c'est la seule province où il y a des allocations de dépenses. Donc, vous devez en plus ajouter les allocations de dépenses, ce qui fait augmenter davantage le salaire comparativement aux autres provinces. Oui, ils sont annuels au Québec, annualisés et donnés en bloc. Dans les autres provinces, c'est un système de remboursement plus compliqué. Très bien. Je vais vous parler de quelqu'un qu'on a connu dans le monde universitaire, mais aussi dans le monde politique, qui voulait être chef du Parti québécois. On écoute un peu. La Cour suprême avait joué un rôle politique, n'est-ce pas, au moment du rapatriement de la Constitution. Je pense que j'ai prouvé cela dans ce livre. Et ce livre a évidemment fait un gros tabac. Triste nouvelle pour sa famille, pour son épouse, pour ses enfants. Frédéric Bastien, très jeune, 53 ans, qui est décédé d'une crise cardiaque. Il était un combattant pour le Québec. On sait, il avait aussi, j'allais dire une obsession, mais c'est pas péjoratif, là, sur le rapatriement. Il a fait la bataille de Londres, un livre. Il est allé éplucher, je pense qu'il avait épluché tout ce qui existe comme document au monde sur le rapatriement. Michel C., un petit mot autour de table sur Frédéric Bastien. D'abord, vous avez raison de dire que c'est un historien engagé. Il s'est présenté d'ailleurs à la direction du Parti québécois, c'est pas pour rien. En même temps, ce qui était remarquable dans son livre, c'est qu'il est allé à Londres voir les archives du conseil privé là-bas, de tous les organismes gouvernementaux qui ont dit « Oui, on va vous donner ça. Ce qui s'est passé dans le temps du Canada Bill, bien sûr, il n'y a pas de problème. » Ils étaient allés à Ottawa, puis non, ça sort pas, cette affaire-là, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on avait un livre très intéressant par ailleurs, on peut critiquer certaines conclusions, mais où on avait toute l'histoire vue de Londres, puis on ne l'avait pas vue d'Ottawa. Peut-être que ça nous dit quelque chose sur la façon dont on traite les documents officiels. En tout cas, pour les historiens, c'était pas une bonne nouvelle, ça. Oui, Michel. Oui, sa tentative de prendre la tête du Parti québécois, bon, n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même trouvé que c'était très courageux de sa part. M. Bastien était professeur d'histoire au Collège Dawson. Vous savez, au Collège Dawson, le PQ n'était pas le parti le plus populaire. Alors, ça avait été assez audacieux et d'ailleurs, il préférait qu'on n'insiste pas non plus sur l'identité de son employeur parce qu'il savait très bien que ça posait un certain nombre, disons, un malaise à l'interne.
au-delà de son livre qui était fascinant, il a continué par la suite à critiquer, disons, le militantisme des juges de façon générale au Canada, le chartisme, comme on dit, qui, à son sens, jouait systématiquement au détriment du Québec. Alors, à tous égards, c'était un militant qui était extrêmement tenace. Je me souviens, je l'avais qualifié de pitbull à un moment donné. Quand il décidait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas d'allure, il n'y avait rien pour l'arrêter. Il lâchait pas. Il lâchait pas le mollet. Mais toujours avec grand respect, j'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises. C'est quelqu'un, oui, il était très, très, très convaincu de ses thèses, ses idées, mais très respectueux aussi. Puis on peut parler après des enfants et d'autres choses. Véronique. Bien, je me rappelle que son livre avait fait beaucoup de tapage ici au Parlement, d'autant plus que c'était le gouvernement Marois à ce moment-là qui était au pouvoir. C'est sûr que les coulisses, puis les documents, puis sa façon d'écrire le livre, ça avait fait réagir. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec, disons, sa méthodologie ou sa manière de donner les faits. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, on n'en parlait pratiquement pas, là, même si c'est un gouvernement péquiste au pouvoir, on n'en parlait plus vraiment là, du rapatriement constitutionnel. Donc, lui, il a ramené quand même ça à l'avant-scène et a fait en sorte que des gens qui n'ont pas vécu cette époque-là se sont mis à s'y intéresser. Alors, c'est un grand défenseur. Ça, je pense que c'est assez unanime. C'est un grand défenseur de la nation québécoise. C'est sûr qu'aujourd'hui, toute la famille péquiste, on le sent, là, est vraiment en deuil. Oui, c'est un idéaliste, un grand... Il y avait quelque chose... Il partait, puis il allait combattre, puis il n'arrêtait pas. Véronique, Michel C., merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.